Des quartiers abandonnés. Regardez, quelle image on donne. Donc là, je teste l'ascenseur pour voir s'il fonctionne ici. Il clignote pas, donc forcément, il fonctionne pas. Donc après, ce qui reste à faire, c'est monter les escaliers. Des campagnes délaissées. Fermer l'école, c'est pas drôle. Et je rigole pas. Nous, c'est Landudec. On est ici, en Bretagne, Finistère. La seule chose qui manque à notre bonheur, c'est un docteur. Des habitants dénoncent. Le logement, il est infesté de cafards et ça va chez tous les locataires. Dans les quartiers populaires, le mal-logement gâche la vie de centaines de milliers de locataires. Smartphones ou caméras au point, des citoyens dénoncent tous les abus. Ils interpellent propriétaires et bailleurs indélicats. Facebookeuse. Ça fait 6 ans, elle a des infiltrations d'eau chez elle. Elle a appelé, ils l'ont même fait passer pour une folle. Voilà l'état du pavillon. Vous pouvez couler de la fenêtre. Voici ma salle de bain. Qui est remplie d'humidité et de moisissures au niveau des tuyaux, des murs, même au niveau des toilettes là-bas. Voilà. Des centaines de vidéos où l'on voit des logements insalubres. Jamais eu de douille. Ça, c'est la grille d'aération qu'on peut plus remettre. Des quartiers entiers laissés à l'abandon. Il faut savoir ici que le loyer est de 890 €. Des habitants excédés. Donc concrètement, c'est quoi que vous avez fait dans mon logement? Depuis 6 ans, dites-moi ouvertement devant tout le monde, qu'avez-vous fait depuis 6 ans pour arranger mon problème? C'est important paiement du loyer. Il n'y a pas d'autre information. La seule information qu'il y a, c'est payer le loyer. Et ferme ta gueule. Mohamed Matoug fait partie des indignés. Il se rend aujourd'hui à Aulnay-sous-Bois, dans la cité de l'Europe où il a grandi et qui est devenu un véritable enfer. Aujourd'hui, c'est l'Aïd, on doit recevoir nos familles, on doit recevoir nos amis. Regardez, quelle image on donne. Voilà comment Emmaüs traite ses habitants. Tout ça, c'est les punaises et tout ça. Tu vois? Et bah, tu sais quoi, c'est pas même le luminaire qui tombe. Tu vois? C'est pas, ça, c'est même pas du vandalisme, c'est le luminaire qui est béton. Pourtant, en 2012, le bailleur, Emmaüs Habitat, lançait un ambitieux plan de réhabilitation du quartier. 17 millions d'euros d'investissement, dont la remise à neuf de toutes les salles de bain, toilettes et systèmes de ventilation. Mais 2 ans après la fin des travaux, le résultat est loin, très loin, de celui escompté. Et ça fait combien de temps que c'est comme ça? Depuis le début? Depuis le début. Voilà, en direct de la Cité de l'Europe. Un des logements qui a été réhabilité en 2015. Voilà les travaux. Vous voyez, déjà il y a une fuite au niveau de la colonne. Voilà. La VMC ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Là, il y a un mur qui est complètement en train de s'effondrer. Là, on rentre dans la salle de bain. Déjà, on sent tout de suite l'humidité. Présence d'humidité dans les murs. Voilà, on sent tout de suite qu'il y a un problème. C'est vraiment catastrophique. Et là, depuis, tu n'as pas de nouvelles d'Emmaüs. Par contre, ton loyer, tu le payes. Ça, il n'y a pas de souci, ça. Le loyer, ça, on sait l'encaisser. Mais par contre, quand on vient faire des réclamations, tout de suite, il n'y a plus personne. Voilà, Emmaüs Habitat. Et 800 € de loyer pour ce logement. Voilà. Des VMC qui ne fonctionnent pas. Aucun débit. Franchement, c'est quand même hallucinant. C'est une honte. Comment aujourd'hui, en 2017, on peut laisser les gens comme ça? Bon, en tout cas, bon courage. Merci bien. Ouais, on va essayer de faire bouger les choses. De gré ou de force, on le fera. Une situation difficile qui est connue du bailleur depuis longtemps. À chaque fois, il vient, il vérifie. Oui, on a vu des dégâts, on va faire le nécessaire, ne vous inquiétez pas. Et au fur et à mesure, le temps passe, mais rien qui est fait. Toujours en attente. Je vais sur la vidéo que j'ai sélectionnée. Voilà, je vais l'envoyer via WhatsApp. Voilà, c'est assez simple, c'est très rapide, c'est efficace. Et c'est pas cher. Voilà, quand on fait une publication dans les réseaux sociaux, tout de suite, y a du remue-ménage qui se fait et ça fait mieux réagir que quand on faisait pas.
On a essayé tous les moyens. Avant, on envoyait des emails et tout ça, des photos. C'est pas pour autant qu'ils réagissaient. Mais là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand on utilise les réseaux sociaux, tout de suite, on sait que ça va faire mal. À la Cité de l'Europe, le cas de cette mère de famille n'est pas isolé. Au total, 160 logements seraient touchés par les problèmes d'humidité. Une cité dans laquelle les problèmes s'accumulent. Il y a quelques semaines, armé de son smartphone, Mohamed tournait cette vidéo. Voilà, ce logement est infesté de cafards. C'est un logement où il y a eu une expulsion. Malheureusement, le bailleur n'a rien fait à laisser le logement dans un état pitoyable. Ça fait qu'aujourd'hui, le logement il est infesté de cafards. Voilà, regardez. Et ça va chez tous les locataires du bâtiment. C'est un cauchemar pour eux, regardez. 440. Tout le monde ferme les yeux sur ce qui se passe ici. Le bailleur s'en fout. Voilà. Bâtiment de la honte. Des images partagées sur son compte Facebook et vues près de 10 000 fois. On a été interpellés par les locataires qui vivaient au-dessus, en nous disant que la situation était quand même assez catastrophique. Les cafards sortaient de partout dans le logement, ça envahit les logements d'en haut, dans la cage d'escalier, partout. Donc on est venu, on a filmé, et tout de suite on a posté ça sur Facebook. Et puis voilà. Et en parallèle, on a interpellé le bailleur. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on attend toujours des réactions. Ces dernières années, Mohamed a vu les conditions de vie de la cité se dégrader. Plaintes, mails, appels répétés auprès d'Emmaüs Habitat. Il a été jusqu'à interpeller une responsable lors du salon d'Emmaüs. Ça va, Madame Depex? Ça va bien? Ah bah nous, ça va pas. Vous savez, nous, sur la cité, on a tellement de problèmes avec Emmaüs Habitat, ça change pas. Vous savez, en plus? Et pour vous, c'est normal? Au revoir, Madame Depex. Il a aussi organisé des manifestations devant le siège du bailleur. Et pourtant, rien n'y fait. Alors, nous avons voulu en savoir plus. Delphine Depay est directrice des politiques sociales urbaines chez Emmaüs Habitat, responsable de la Cité de l'Europe. Nous lui montrons la vidéo tournée par Mohamed quelques jours plus tôt. Là, on rentre dans la salle de bain. Déjà, on sent tout de suite l'humidité. Vous comprenez quand même l'exaspération de... Bah bien sûr que je comprends l'exaspération. De ces gens qui vivent depuis des ans dans... Enfin, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les logements ne sont pas concernés. Maintenant, on a quelques logements où effectivement la situation est quand même difficile pour les locataires. Ça fait plus ou moins, si on fait le calcul, 160 logements. Sur la cité, c'est quand même considérable. Maintenant, si Emmaüs Habitat a pu, entre guillemets, pêcher, si vous voulez, c'est qu'effectivement, on a peut-être été moins vigilant à la fin de ces travaux sur des alertes qu'on a pu avoir de locataires en se disant on a fait les travaux, tout va bien. Hallucinant, c'est une honte. En attendant, la locataire filmée par Mohamed n'a toujours pas obtenu de solution de la part d'Emmaüs Habitat. Nous montrons à Delphine Depay la deuxième vidéo tournée par Mohamed, concernant l'invasion de cafards. On est Cité de l'Europe, voilà. Ce logement est infesté de cafards. Effectivement. Les cafards, c'est un autre sujet prégnant à la Cité de l'Europe. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 25% des locataires qui n'ouvrent pas leurs portes pour qu'on puisse traiter à l'intérieur de leur logement. C'est vrai que ça, c'est un facteur qui n'aide pas à la résorption des questions de cafards sur la Cité de l'Europe. Après, on a des personnes qui font de la nourriture à domicile aussi et qui vendent. Alors, le fait qu'il y ait de la nourriture à disposition, ça peut aider, mais ça n'explique pas tout non plus. Mais c'est vrai que pourquoi y en a-t-il autant? C'est une vraie question. La réponse se trouve peut-être dans le relevé des charges annuelles de la Cité que nous nous sommes procurés. Un budget de désinsectisation d'à peine 200 € par an pour traiter 802 logements et l'intégralité des parties communes de la cité. Est-ce qu'à un moment, l'argent qui était mis sur la table pour lutter contre les insectes dans cette cité
C'était pas des moyens complètement dérisoires? Très sincèrement, je pense qu'effectivement, on aurait dû calibrer peut-être les choses un peu différemment sur la Cité de l'Europe, mais de toute façon, on en aura toujours un petit peu. Ça, c'est quasiment inévitable. Mais là, c'est vrai qu'on a des concentrations sur certains lieux qui sont pas acceptables. Grâce à ces vidéos, Mohamed a contraint Emmaüs Habitat à s'expliquer publiquement. En s'attaquant à l'image de marque du bailleur, il espère faire plier ce géant de l'immobilier. Toujours en Île-de-France, Fouad Benhamed mène un autre combat contre le mal logement, celui des ascenseurs en panne. Cet attaché territorial à la mairie de Bondy est à l'origine d'une pétition lancée sur le site change.org. Plus jamais sans ascenseur. Mise en ligne en mars 2017, sa pétition a été signée par plus de 30 000 internautes. En 2017, 4 mois pour réparer un ascenseur est tout bonnement inconcevable. Avec le collectif Puissance Ascenseur, nous dénonçons cette situation aussi humiliante qu'insoutenable. Nous appelons tous les citoyens de France, qu'ils vivent ou non dans les quartiers populaires, à se mobiliser en signant la présente pétition. Avant, les choses se faisaient de manière cachée. On faisait une pétition, cette pétition était signée par une 50aine de personnes. On allait devant le siège du bailleur et on disait voilà, les locataires sont mécontents. Aujourd'hui, on médiatise sur les réseaux sociaux les problématiques. Ça veut dire que le bailleur commence à avoir honte que toutes les problématiques soient à la vue de tout le monde. Fouad et son collectif ont engagé un bras de fer avec les bailleurs dans une trentaine de villes d'Île-de-France. Épinay, Saint-Denis, Bobigny, Aubervilliers, Noisy-le-Sec. Mais aussi en province, comme à Grenoble. Un quartier a particulièrement retenu leur attention. La cité des Baudottes, à Sevran. 12 tours, de 10 à 15 étages, où les pannes d'ascenseur seraient nombreuses. Tiens, Vanessa. Alors, vous deux, vous allez au dernier, d'accord? Et moi, je vais faire juste ici, d'accord? Aujourd'hui, c'est la rentrée. On a eu beaucoup de plaintes de personnes qui devaient prendre les escaliers. Alors, enfants sous le bras, poussettes, couffins, et puis d'autres personnes qui ne peuvent pas carrément sortir de chez eux et qui sont privées de liberté. Et ici, on se retrouve avec à peu près 4 ascenseurs sur 10 qui sont en panne. Donc c'est quelque chose de très fréquent. Fouad a appelé le bailleur 3F afin d'obtenir des engagements. Sans résultat. Il a décidé de passer à la vitesse supérieure. Organiser une grande mobilisation au pied des immeubles. Seule façon, selon lui, de mettre la pression sur le bailleur. On fait une mobilisation contre les pannes d'ascenseurs. Donc c'est pour ça que... C'est bien ça. Voilà. Tenez, madame. On fait... demain, on se mobilise contre les pannes d'ascenseurs. Les ascenseurs, ils sont en panne. Non, pas, on monte des 5 étages à pied, des 10 étages à pied. Madame, elle est fatiguée. Elle a des grandes personnes âgées. Il y avait des filles qui s'étaient débloquées ma fille, elle était là, la dame, celle qui l'a sauvée. Ils sont restés 2 heures et demie bloqués. Ah oui, il n'y a personne qui est venu. En train de pleurer et tout, c'était pas normal. Ici, l'ascenseur semble poser problème. Fouad décide de filmer. Donc là, je teste l'ascenseur pour voir s'il fonctionne ici. Donc, il est affiché au 0. Il clignote pas. Donc forcément, il fonctionne pas. Voilà. Donc après, ce qui reste à faire, c'est monter les escaliers. Un immeuble visiblement laissé à l'abandon. Les déchets s'y accumulent. Les rats sortent des poubelles. On a le local à poubelle ici qui est complètement inutilisé. Et ici, à mon avis, un endroit pour poser les poussettes, etc. Qui est pareil, laissé à l'abandon. C'est vraiment catastrophique. La vidéo, je vais la mettre sur le Facebook du collectif Puissance Ascenseur. Parce qu'on a besoin d'être vraiment nombreux demain
le rassemblement qui a lieu au 2 allée Bougainville. Mes enfants, je ne les autorise même pas à sortir. Convaincre les habitants de se mobiliser n'a rien d'une évidence. Car dans cette cité, tous vivent depuis de nombreuses années au rythme des pannes d'ascenseurs. Maintenant, on commence à baisser les bras parce que là, franchement, à chaque fois qu'on se plaint, il n'y a rien de fait. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Hein. Si ce n'est pas vous qui vous occupez de vous, personne ne va le faire. La force citoyenne, c'est vous, c'est personne d'autre. Comme à chacune de leurs actions, Fouad et son collectif font le tour de la cité. Un état des lieux qui leur permet de mesurer l'évolution de la situation. Dans cet immeuble, Fouad avait déjà repéré un ascenseur défectueux. Il ne marche pas. Quelques mois, il a dit. Donc l'ascenseur ne fonctionne pas ici. Monsieur, bonjour. Ça fait combien de temps alors qu'il ne fonctionne pas l'ascenseur? Oh, tout le temps. Il vient de parler, même pas 2 semaines, ça tombe encore en panne. Un ascenseur qui ne s'arrête plus au rez-de-chaussée, mais qui fonctionnerait au premier étage. Et donc, par contre, ici, on peut le prendre, l'ascenseur. Oui. Ici, on peut au haut des chaussées, tu peux pas prendre l'ascenseur. Bon, moi, si tu es handicapé, tu vas faire comment? Et là, en fait, le scotch, c'est... Ça arrive quand ça ne descend pas en bas. D'accord. Au haut des chaussées. Ok. C'est ça. Mais qui a mis le scotch? Ouais, c'est les gens qui s'occupent de l'ascenseur. Une tour que Naïma, membre du collectif, connaît bien. Elle a longtemps vécu au Bodot. Elle nous emmène au 8e étage, chez Roger, 69 ans, lourdement handicapé des hanches. Sans ascenseur fonctionnant jusqu'au rez-de-chaussée, sortir lui est impossible. Faire 2 mois que l'ascenseur il s'arrête au premier. Mais avant, c'était pareil. Ouais, voilà. Il est resté 6 mois jusqu'au premier. Ouais. Donc, Ça fait que je ne pouvais pas du tout marcher. C'est les ambulanciers qui me montaient au premier. Vous voyez, 100 kilos avec les ambulanciers. C'est pas normal, ça. Je peux rien faire. Ouais, je peux pas descendre chercher mes médicaments. Je peux strictement rien faire. Du coup, c'est la solidarité de vos amis qui vous permettent, pour l'instant, de survivre. Un ami. Un ami qui vous permet de survivre. Qui me monte mes courses toutes les semaines. Là, il vient de me monter de la salade et de l'eau. Sans que je sorte plus de la maison. Comme vous le souhaitez. Comme moi, je souhaite. Marcher, tout ça. Prendre l'ascenseur, descendre, et prendre l'air dehors et remonter. J'ai toujours besoin de quelqu'un. Donc là, votre espace de liberté, il se limite à ça, et la cuisine pour me faire à bouffer, et puis ma chambre pour dormir. Qu'est-ce qui changerait si l'ascenseur fonctionnait? Ben, ça changerait que je pourrais descendre. Même si je ne peux pas marcher, je mets mon froc, je vais chercher mon courrier, je rencontre les voisins. Que là, je suis tout seul chez moi. Vous avez une vie sociale, quoi. Voilà, je suis tout seul, je vois personne. Aujourd'hui, monsieur, c'est pas un cas isolé. Il y a des personnes qui sortent de leur chimiothérapie, qui sont obligées de remonter à pied. Ils viennent tout juste de sortir de l'hôpital. Il y a des personnes qui sont sous oxygène, qui sont obligées de monter à pied quand l'ascenseur. Donc forcément, l'effort que ça leur demande, ils ne sortent plus de chez eux pour ne pas risquer effectivement tout simplement leur vie. C'est révoltant parce qu'à un moment donné, quelle est la place du locataire auprès du bailleur? Quelle considération a le bailleur aujourd'hui au sein de... Voilà, pour ses locataires. Et ce qui est... moi, ça me révolte, ça me retourne, quoi. Je vais juste prendre une photo avec vous, parce qu'on alimente notre page Facebook pour pouvoir... voilà. Là, je vais mettre un post sur Facebook. Alors, je mets un exemple concret de ce que subissent aujourd'hui les locataires. Une personne à mobilité réduite qui aujourd'hui est coincée chez lui depuis plus de 2 ans. Combien de temps encore les habitants vont-ils rester prisonniers chez eux? Nous prenons contact avec 3F. Rendez-vous est pris dans un local de la cité. Alors, il y a une personne handicapée bloquée chez elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends bien que la personne handicapée ne puisse pas descendre de son étage. Voilà. En revanche, pour la plupart de nos locataires, l'accès à l'étage est possible.
La situation n'est pas satisfaisante, je la conçois. On rêverait tous d'avoir des appareils sans aucune panne. Chez vous, chez moi, je rêverais d'une situation idéale. La situation aujourd'hui, c'est que les pannes font partie du fonctionnement de ces équipements-là. Sur l'entretien des ascenseurs, nous avons en fait investi ces dernières années plus de 4 millions d'euros pour rénover, moderniser et entretenir notre parc d'ascenseurs. Il y a quand même un sacré fossé entre ce que vous me dites là et puis le constat qu'on peut faire dans la cité. Donc, Alors, 30 appareils, 30 cages d'escalier desservis, 250 à 300 portes, puisqu'en fait on a nos étages qui sont chacun desservis, et aujourd'hui, une commande en cours sur 6 portes. Donc je ne dis pas que la situation est satisfaisante, mais je dis que cette situation reste une situation difficile pour les locataires, et je le conçois, pas acceptable pour nous, et nous faisons en sorte, avec l'ascensoriste, de réduire ces délais. Une fois que les portes seront remplacées, le sujet qui est évoqué là sera traité, sera durablement traité. Pour 3F, le problème serait donc en passe d'être réglé. Qu'en dit Fouad? Nous lui faisons visionner l'interview de Virginie Ledregente. L'accès à l'étage inférieur est possible. La situation n'est pas satisfaisante, mais je dis, une fois que les portes seront remplacées, le sujet qui est évoqué là sera traité, sera durablement traité. on parle de 4 millions d'investissements pour les ascenseurs, c'est quand même important. Alors, si mes informations sont bonnes, on parle de cet investissement il y a 5 ans. Et la question que je me pose, c'est justement, avec ces gros investissements, comment se fait-il qu'on a encore des soucis concernant ces ascenseurs et comment se fait-il que les pannes sont autant récurrentes? Si on veut être taxi, on n'achète pas une petite cylindrée pour faire 400 km par jour. On achète une grosse cylindrée. Et je reste persuadé, en fait, que dans certains endroits, on va au moins cher et on essaye d'avoir des coûts low cost. À la cité de Sevran, le matériel serait low cost selon vous? Alors, c'est une question qu'on se pose. Et on est en train de contacter des professionnels qui pourront nous dire si oui ou non le matériel utilisé il y a 5 ans est un matériel low cost ou non. Début septembre, c'est le moment de la mobilisation. Ils sont quelques dizaines d'habitants à être descendus des étages. Un membre du collectif retransmet la mobilisation en direct sur Facebook. Mais Fouad estime qu'il n'y a pas assez de gens à l'image. Le bailleur, il va regarder la vidéo Facebook. Et si le bailleur voit qu'on est tous un peu éparpillés, pour lui, ça ne fera pas un phénomène de groupe. On va se mettre par là. Ouais, venez un petit peu, vraiment. Parce que, sincèrement, moi, je suis de Bobigny, moi. Non, mais c'est pas mon combat ici. Et aidez-nous juste à ce combat. Venez. Non, mais restez au moins, vous écoutez, au moins. On se bat pour la cause. Il y a des gens qui regardent de loin, mais s'ils sont loin, c'est qu'ils ne se sentent pas concernés. Et certaines personnes, en fait, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de partir, c'est de fuir d'ici. Et moi, je pense qu'il ne faut pas fuir, parce que si on fuit, on va nous remplacer. Les gens vont nous remplacer. Et ça sera la même chose. Il faut pouvoir se battre de l'intérieur. Regardez, il y a des gens qui descendent, là, et moi, je trouve ça très bien. Et bizarrement, l'OGIREP a réparé tout ça. Au micro, les témoignages se multiplient. Je pense que c'est pas juste pour le 2 Alégia Quartier, c'est pareil pour tous les bâtiments. C'est-à-dire que maintenant, nous, on n'a pas peur que de la saleté ou de l'insalubrité. Donc ça fait maintenant 5 mois que j'ai pas d'ascenseur à mon étage. Donc j'ai 2 enfants en bas âge, 2 ans et 6 mois. Ce qui fait que quand je suis toute seule chez moi, même si je dois sortir, je peux pas sortir. Parce que prendre 2 bébés, plus la poussette, plus le sac, c'est pas possible. Donc quand mon mari travaille, si j'ai une urgence, si j'ai quelque chose, je suis bloquée chez moi. L'objectif de Fouad, pousser les habitants à se prendre en main et à se constituer en association pour attaquer le bailleur. Pour cela, il recueille les signatures de tous les volontaires. D'accord, ok. Donc c'est les gens qui veulent se mobiliser pour la sauce. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 36. Ouais, on est à peu près à 38-40 personnes qui sont motivées pour pouvoir
se battre pour que leur quotidien soit amélioré. Donc, bien sûr, on est satisfait, on est très content. Et peut-être que je reviendrai donner un coup de main dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Mais l'idéal, c'est que je ne revienne pas. Si je ne reviens pas, c'est que les gens ont réussi à se prendre en main. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on peut maintenant mettre en place des actions de groupe. On peut attaquer de manière collective. Donc, collectivement, on peut régler cette situation. Après, je ne dis pas que du jour au lendemain, la situation de tous les quartiers va être rétablie, mais au moins permettre aux habitants de se dire qu'ils peuvent faire changer les choses. Fouad et son collectif ont réussi leur pari. Les locataires des Baudottes ont fait le premier pas pour tenter d'obtenir un droit de base, un logement décent. Dans les campagnes, un autre droit devient de plus en plus menacé, l'accès à un médecin. Papy Boom oblige, de plus en plus de généralistes cessent leur activité. À ce rythme, en 2025, la France aura perdu 1/4 d'entre eux en 20 ans. Les déserts médicaux s'étendent. Plus de 5 millions de Français vivent aujourd'hui dans l'une des 9000 communes en manque de généralistes. Landudec, un village breton de 1400 habitants. Ici, le dernier médecin a pris sa retraite il y a 5 ans. Alors, pour attirer un nouveau docteur, la commune a posté un clip sur Internet. C'est Benjamin Vitrac, un jeune réalisateur de Concarneau, qui a tourné cette vidéo commandée par le maire et son adjointe. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Voilà. Bon, on va... Voilà. Voilà. Nous, c'est Landudec. Bretagne, Finistère. Et on possède plein de sentiers de randonnée. Du coup, l'été, la population est multipliée par 2. Heureusement que notre camping peut accueillir tout le monde. Tous les habitants du village se sont mobilisés. Ça va passer. Pharmacien, infirmière, Ça va piquer. kiné, Ça va craquer. pompier, Ça va brûler. et même un prêtre. Ici, nous développons des maladies rares comme La varicelle. Le rhume des foins. Heureusement pour nous, on a une équipe de choc à la maison. La seule chose qui manque à notre bonheur, c'est un docteur. To be or not to be. Hashtag Landudoc. Bientôt dans votre salle d'attente. Ça, c'était placé. C'est sûr. Elle n'a pas la plus belle plage, on n'a pas le plus beau, la plus belle église. Nous n'avions rien d'extraordinaire à présenter, donc il fallait que ce soit notre vidéo qui soit différente. Donc c'est notre humour qui nous distingue. Voilà, voilà. Ici, les vaccins, on est plutôt contre. On est plutôt pour, en fait. Bah en fait, on sait pas. On voulait traiter avec un petit peu l'esprit de maintenant, en fait. Du coup, je savais qu'il fallait faire un format court. Il fallait que ça parle assez vite. Donc, j'ai utilisé quelques exemples, comme on a pu voir dans la série Bref, ou ce genre de choses. Et quelque chose de décalé aussi, pour pas non plus tomber dans des choses un peu trop bretonnantes, un peu trop clichés, en fait. Je vous remercie. On peut en refaire une ? Oui. Quand vous voulez. Elle est parfaite. Impeccable. C'est bon. Action. To be or not to be. On peut essayer sans couper, vraiment. To be or not to be. On peut essayer de la faire comme ça. Le texte est long, donc j'arrive pas à me rappeler tout. 3 jours de tournage et quelques fous rires plus tard, Benjamin publie sa vidéo sur les réseaux sociaux. C'est une arme aussi qu'il faut utiliser quand on veut lancer un message et qu'on veut être entendu le plus largement possible. Donc du coup, je suis allé moi tout naturellement vers ce Facebook. Comme le thème est porteur, j'attendais à ce que ça accroche. Je ne m'attendais pas à ce que ça accroche autant et aussi vite. À 9h le vendredi matin. Monsieur le maire, il y a 40 000 vues déjà. Et puis 2 heures après, j'étais toujours dans mon bureau. Monsieur le maire, on est à 60 000 vues en 2 heures. Et puis, voilà. Et puis ça a continué. Et on était un peu dépassés par le succès. Partagé sur YouTube et sur plusieurs comptes Facebook, il atteint en quelques semaines
près de 500 000 vues. Voilà le cabinet dans lequel nous voulons recevoir notre docteur quand nous l'aurons trouvé. La salle d'attente ici, ensuite le cabinet de ce côté, pour que nous recevions dans de bonnes conditions un docteur. Pour appâter les candidats, le maire s'engage à payer le loyer de 650 € pendant 12 mois. Pourtant, 1 an et demi après, un seul candidat sérieux répond à l'appel. Il y a eu un jeune breton qui a été candidat, qui finissait ses études. Et donc, on a bien avancé au point de vue négociation. Ça s'est arrêté parce qu'une autre commune l'a attiré davantage. Chacun est en train de, sous la pression de ses administrés, d'essayer de trouver quelqu'un à tout prix. Le conseil municipal n'acceptait pas qu'on aille dans des budgets trop importants parce qu'on a d'autres choses. Et puis l'aide qu'on peut donner au docteur, pourquoi ne la donnerions-nous pas à d'autres professions dont nous avons besoin? C'est une question qu'on peut poser. Donc on ne pouvait pas s'aligner. Résultat, toujours aucun médecin à Landudec. Mathilde s'est installée ici il y a 1 an et demi avec sa famille. Originaire de Perpignan, elle a découvert le village sur Internet quelques semaines seulement avant de s'installer. Nous, c'est Landudec, Bretagne, Finistère. Quand on a vu la vidéo, au départ, on était amusés complètement parce que c'est vrai que ça présente bien en plus la commune. Ça montre que c'est une commune très sympa avec plein de choses. Mais on n'était pas assez inquiet du manque de médecins finalement et on l'a vite réalisé. La seule chose qui manque à notre bonheur, c'est un docteur. To be or not to be. Depuis, Mathilde a écumé toute la région à la recherche d'un médecin traitant. En vain. Pour obtenir un rendez-vous, elle doit désormais appeler les médecins des communes voisines, au Petit Bonheur-la-Chance. On a complètement perdu le médecin de famille comme on connaissait avant, où on habitait. On n'a plus cette relation avec une personne en particulier qui peut nous conseiller, qui peut nous dépanner, venir en urgence. Donc la solution, ça nous est déjà arrivé, on appelle le 15 directement pour avoir d'abord un avis, savoir si on doit se rendre aux urgences, savoir s'ils peuvent, eux, nous envoyer un médecin. Et pour l'instant, on nous a toujours demandé du coup de se déplacer aux urgences. Sans médecin référent, Mathilde est mal remboursée par la sécurité sociale. Elle paie donc de sa poche une partie de ses dépenses médicales. C'est un budget, alors on fait beaucoup de toute façon depuis qu'on est arrivé ici, d'automédication, on va directement à la pharmacie, faute de trouver un médecin qui puisse nous recevoir. Une situation qui ne s'arrange pas. Les communes autour de Landudec ont perdu 5 médecins depuis 2014. En France, on compte 10 000 généralistes en moins ces 10 dernières années. Mise en cause, l'État qui refuse de limiter la liberté d'installation des médecins, contrairement à d'autres pays européens comme l'Allemagne. Nous avons sollicité l'Agence régionale de la santé de Bretagne. Alors que dites-vous à ceux qui disent qu'il faut contraindre les médecins à s'installer dans les déserts médicaux ? C'est la politique du bâton et de la carotte. Hein. Soit on a effectivement des mesures incitatives, des mesures coercitives. Effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. Ça n'est pas la ligne de conduite aujourd'hui des pouvoirs publics et des politiques actuelles. Si choisir médecine générale, c'est se dire « je vais être obligé de m'installer à tel ou tel endroit », ça peut contribuer à ne pas valoriser cette spécialité et à conduire les externes à choisir d'autres spécialités. Pour les attirer dans les déserts médicaux, l'État leur garantit un revenu de 6 900 € bruts par mois les 2 premières années et leur offre 50 000 € à l'installation. En vain. Une installation, c'est important dans la vie d'un médecin généraliste. C'est pas que l'aspect financier qui va être la priorité. Le jeune médecin qui va nous appeler en nous disant « moi, je veux travailler 7 jours sur 7 et puis faire effectivement 80 heures par semaine tout seul dans mon cabinet », non. Ça, c'est possible, mais ils sont très, très rares. Aujourd'hui, je voudrais travailler avec une équipe et avec des confrères. Donc effectivement, cette ancienne manière de travailler, sans la juger, en tout cas, n'est plus attractive
pour la jeune génération. À Landudec, la vidéo n'a pas eu l'effet escompté. Mais alors, le buzz sur Internet peut-il faire venir les médecins ? Ce généraliste vient de Belgique. Bonjour Fernande. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Merci beaucoup. Il va passer quelques jours dans le village pour décider s'il désire s'y installer. Nous recherchons dans le cadre d'une reprise d'activité 2 médecins généralistes pour participer avec nous à cette belle aventure au sein d'une équipe dynamique. Pour vous accueillir, nous avons des logements à votre disposition. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est une vidéo postée il y a quelques mois sur YouTube qui l'a attiré ici. Faut voir, je pense qu'il faut voir un peu... D'abord, on arrive dans une région où on ne connaît pas le fonctionnement des gens, la mentalité locale. Il ne faut pas non plus s'imposer quand on vient comme ça. Je crois qu'il faut essayer de s'intégrer et de voir comment se passe une intégration. Il n'est pas toujours évident de s'intégrer dans un village, que ce soit à la Seube ou que ce soit dans d'autres coins de France, en tout cas. Dans ce village de 3000 habitants, tout le monde attend le nouveau docteur. Et le plus pressé de tous, c'est Joël Florisson, un des 2 médecins de la commune. Dans quelques mois, il partira à la retraite. C'est lui qui a eu l'idée de la vidéo postée sur Internet. C'est un bonheur dans ma tête et c'est un soulagement dans la tête, une libération de savoir que quelqu'un viendra me remplacer ou me succéder. Et c'est vrai que on a trop souffert de gens qui devaient faire des successions et qui ne venaient pas au dernier moment pour des raisons médicales ou autres. Et c'est vrai qu'on a trop souffert de ne pas trouver de remplaçant. Bonjour Paul. Bonjour Joël. Allez-y, entrez. Asseyez-vous. Faites. Je suis avec le docteur Dumont. Philippe, mon éventuel successeur. Allez, vous allez vous enlever les chaussures, s'il vous plaît. Le docteur Florisson aurait pu prendre sa retraite il y a plus de 6 mois. Mais sans remplaçant, il n'a pas pu se résoudre à abandonner ses patients. Attendez la jambe, essayez de ramener le pied vers vous, comme ça. Est-ce que ça vous fait mal dessous, là? Ça tire un peu, mais... Ouais, on fait pareil de ce côté. Ramenez, ça fait mal, là? Pareil de côté. Bon, on va regarder ça. Ça fait combien de temps qu'il est votre médecin, le docteur? Ça fait au moins 20 ans. Au moins 20 ans, même plus. 40, Paul. 40. Ou 40. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez dit qu'il prenait sa retraite? Ah ben, ça nous a fait quelque chose, je pense à tout le monde. Et je vois ma copine aussi, qu'on est, on est habitué à un médecin et c'est difficile de changer. Mais sachant que ceux qui a quand même la relève, bon, c'est quand même une tranquillité. Bon, et 10 jours, si au bout de 10 jours c'est toujours gonflé, vous me revenez me voir, on refait le point. D'accord. Côté relève, rien n'est encore gagné. Je dis que je n'avais pas pris ma décision, que je prendrais une décision début septembre. Je ne veux pas non plus leur dire que je viens et leur téléphoner le 15 décembre en disant je ne viens pas. Je trouve que ce ne serait pas très honnête et je n'ai pas envie d'avoir une situation comme ça, bien entendu. Je serais très déçu si tu ne venais pas. Ça, je reconnais que ça me peinerait pour un patient. Et moi, quoi qu'il en soit, je fais déjà 1 an de prolongation, parce que je devais être chez la retraite le 1er janvier. Là. Je fais en 2017, donc je prolonge jusqu'à la fin de 2017. Et c'est pour ça que j'espère que tu vas pouvoir concrétiser ta venue. Quoi. Voilà. Les hésitations du docteur Dumont, Joël Florisson ne s'y attendait pas. Pas plus que Jean-Louis Valiani, le maire du village. Pour mettre toutes les chances de son côté, il va faire construire une maison de santé dans laquelle il y aura plusieurs cabinets médicaux. Total, 200 000 € qu'il compte rentabiliser en revendant une partie au docteur Dumont. Livraison prévue en 2018. En attendant, le maire a dû trouver un local disponible. Donc, je te montre. Donc ici, par exemple, il pourrait y avoir la salle d'attente. Et de l'autre côté, en face, donc, le 2e appartement, il y a le choix pour s'installer. Au niveau espace, c'est confortable. Espace, oui. C'est confortable. C'est confortable. Qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau espace, c'est suffisant. C'est bien mis dans le centre du village. On met tous les éléments de notre côté pour qu'ils se sentent bien chez nous. Parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent et qu'ils repartent immédiatement. Donc il faut mettre tous les arguments de notre côté. Le maire joue bien son rôle. Jean-Louis Valiani marque un point.
Reste la question de la participation financière du docteur Dumont à la future maison de santé. La maison médicale, vous en pensez quoi ? Faut que j'y réfléchisse. Je ne suis pas convaincu à 100%, parce que je suis un vieux solitaire qui a travaillé pendant 30 ans seul et qu'on change difficilement ses habitudes. Ce n'est pas des éléments très rassurants. J'espère qu'à terme, on arrivera, nous communes, à transférer ces bâtiments vers des professionnels de santé, parce que ce n'est pas la vocation non plus d'une collectivité d'avoir du patrimoine qui fait une activité privée. Bon, on va le faire. On s'est engagé à le faire en tout cas. L'arrivée potentielle d'un nouveau médecin dans la région est toujours un événement. Pour l'occasion, un journaliste de la République des Pyrénées a fait le déplacement. Une interview durant laquelle le docteur Dumont va faire monter les enchères. Oui, la SEUB n'est pas la seule opportunité. J'aime beaucoup Jean-Louis, j'aime beaucoup la région, mais j'ai une situation en Belgique qui me permet de vivre très confortablement. Le but n'est pas de venir donner de l'argent à la SEUB pour être médecin à la SEUB. Le but, c'est de vivre à la SEUB, d'être médecin à la SEUB, mais de profiter aussi de mes revenus à la SEUB. J'ai connu un médecin qui s'est installé en Ardèche, et donc il avait un logement, il avait une maison à sa disposition, et s'il restait les 10 années, la maison lui appartenait. Donc la commune lui offrait la maison, quoi. Donc je comprends que vous avez négocié avec la mairie. Je n'avais pas compris jusqu'à aujourd'hui. Ça m'étonnerait que ça. Non, ça n'a jamais été. Non, ça n'a jamais. On n'a jamais évoqué. discuté. Nous ne l'avons jamais évoqué. Évidemment que je suis très dérangé par cette demande. Je ne vous cache pas, parce que je n'ai pas non plus des moyens à mettre à la disposition du docteur Dumont. Mais pas que moi, Jean-Louis. Oui, d'accord, il n'y a pas que vous, mais moi je suis en droit d'accepter ou pas. Voilà, c'est ça le but du jeu. Ça reste toujours une piste sérieuse. Tout à fait, non, les portes ne sont pas fermées, hein. Pas du tout, pas du tout. Ouais. Un mois plus tard, le docteur Dumont annoncera au maire qu'il ne viendra pas s'installer à la SEUB sans donner de raison précise. Retour à la case départ. Goupillières, un village de 1700 habitants au cœur de la Seine-Maritime. Ici, on ne cherche pas de médecin, mais on veut sauver l'école, menacée de fermeture par le rectorat, comme 14 autres de la région. Une décision qui provoque la colère de Stéphanie et Michael. Je m'appelle Swan. Je m'appelle Lola, Mélina et Nola. Je suis Tom et je dis non à la fermeture de l'école. Je suis Axel et je dis fermer l'école, c'est pas drôle et je rigole pas. Ils ont réalisé une vidéo pour dénoncer cette fermeture. 4 minutes 30 d'un slam lent et mélancolique tourné dans l'unique classe de l'école. Tous les élèves y participent, du CP au CM2. Ils ont été spécialement achetés pour la scène, voilà. La mise en scène, c'était des masques qui pleurent. Il fallait qu'il y ait un message choquant, clair, que les gens allaient retenir. Et du coup, c'était vraiment choqué avec des images d'enfants tristes, alors que normalement, dans une école, tous les enfants sont joyeux. On voulait dénoncer la destruction des écoles publiques dans le monde rural, en fait, tout simplement. C'est que quand on est un village, si on ne se bat pas, l'école ferme, et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie dans le village, il n'y a plus rien, et personne s'en soucie. Quand on t'a dit que l'école allait être fermée, qu'est-ce que tu as pensé, toi ? Qu'elle ne fermera pas. Stéphanie a tourné ce clip avec un simple téléphone portable. On n'aurait pas forcément pu le faire avec une vraie caméra, etc. Ça aurait été plus difficile. Là, vraiment, le fait de travailler avec les smartphones, c'est pratique pour nous. Pour le montage, j'ai utilisé cette application. Et du coup, il suffisait juste que je coupe au bon moment. J'ai aussi intégré quelques photos et la musique, donc c'est assez ludique.
Et du coup, voilà, j'ai assemblé chaque Lego et ce qui a donné au final la vidéo en mettant après le son. Une fois monté, je l'ai mis directement en ligne sur YouTube et après je l'ai partagé sur la page Facebook et avec mon téléphone. Dans le seul département de la Seine-Maritime, ce sont au total 88 fermetures de classes et 14 fermetures d'écoles qui ont été programmées. En cause, le redéploiement des enseignants dans les zones difficiles. Dans toute la France, 10 000 établissements ont déjà été fermés ces 15 dernières années. Une logique comptable que François Daudelin, le maire, ne veut pas entendre. Car il a massivement investi les deniers de la commune dans l'école du village. Comme dans cette cantine flambant neuve, construite en 2012. Nous sommes dans la cantine scolaire, donc là où les enfants prennent leur repas. Et donc à côté, nous avons la cuisine qui est équipée de 2 réfrigérateurs, de son bac pour laver les légumes, de la cuisinière. Et nous avons par ici la partie qui est donc équipée du lave-vaisselle. Cet investissement, nous l'avons financé par un emprunt. Il nous reste 18 ans à financer, 10-12 000 euros par an. Rien que pour la cantine? Rien que pour la cantine cuisine. Ouais. C'est une charge assez lourde, mais nécessaire. Au total, 150 000 euros d'investissement, auxquels s'ajoutent 22 000 euros pour la réfection de la cour. Un gâchis, si l'école ferme. Pour la sauver, il a lancé une procédure en référé devant le tribunal administratif. En attendant le jugement, Sophie Leclerc, l'unique enseignante de l'école, prépare la rentrée. Logiquement, moi je suis mutée sur une autre école à partir du 1er septembre. Mais bon, on y croit jusqu'au bout, donc j'ai pas du tout l'intention d'y partir. C'est important pour vous de rester ici? Oui. Bah, moi, je ne vais pas dire que je suis née ici, mais je suis arrivée à Goupillières et j'avais 2 ans. Donc j'ai passé toute mon enfance ici. Et puis bah, voilà, mes enfants sont venus ici, donc je ne vois pas pourquoi ça devrait fermer. Pour convaincre le rectorat de sauvegarder leur école, les parents d'élèves ont eu une idée. Créer une nouvelle classe de maternelle et ainsi doubler les effectifs. Mais sans l'aide de l'Éducation nationale, ils doivent recruter eux-mêmes l'instituteur. Vous allez devenir le patron, finalement, de... C'est exactement ça. C'était pas prévu, mais pour sauver l'école, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, on est obligé, si on est obligé de passer par là pour sauver notre école, on est tous d'accord pour le faire. Pour trouver la perle rare, Stéphanie s'est à nouveau tournée vers Internet. Elle y a posté une annonce sur Le Bon Coin. Donc, le titre, c'est « Recherche professeur pour ouverture maternelle ». Nous sommes à la recherche d'un professeur, instituteur, retraité ou jeune diplômé pour la création d'une classe de la petite à la grande section de maternelle sur la commune de Goupillières, située à 2 minutes de Pavilly. Le poste est à pourvoir pour la rentrée 2017. Ce qui était important, c'est de voir si on avait des candidatures, si c'était possible vraiment d'ouvrir cette classe maternelle en fait. Oui, au départ, moi je pensais qu'on n'aurait quasiment pas de réponse. Parce que c'est la première fois que je vois une annonce pour rechercher un professeur directement sur Le Bon Coin. En quelques semaines seulement, l'annonce est vue 6 900 fois. Dans sa boîte mail, Stéphanie a reçu plus d'une vingtaine de CV. Par exemple, une personne qui a un master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation en 2015-2017, qui a une licence sciences de l'éducation, qui a déjà travaillé dans des écoles. Donc ça, c'est une candidature qu'on pourrait très bien prendre en entretien. Mais avant d'aller plus loin, Stéphanie et Sophie devront attendre le résultat de la procédure en référé prévue pour la fin de l'été. Si la justice leur donne tort, alors l'école fermera ses portes et tous leurs efforts seront réduits à néant.
peux aller regarder ton cartable, Anouk. Si t'as tout. C'est un grand jour pour Anouk qui entre cette année en CE1. Attention, souris. Il y a du monde. Ça fait bizarre, hein? Ah oui. Le parking, il n'a jamais été aussi plein. Ah. L'école de Goupillières a finalement pu réouvrir ses portes. 3 semaines plus tôt, la justice a considéré que l'Éducation nationale n'avait pas suffisamment justifié la fermeture de l'école. Cette année, la classe unique de primaire a été sauvée. Et en plus, les parents d'élèves ont réussi leur pari. L'ouverture de la nouvelle classe de maternelle. Ici, nous avons complètement repensé la classe. On l'a repeinte, on a fait un nouveau tableau. Là, c'est le dortoir. Donc voilà, on a refait un petit mur attractif pour les enfants et c'est nos enfants qui ont fait ça pendant l'été. 15 jours de travaux menés par l'association des parents d'élèves et financés entièrement par la mairie. Ici, pas un centime n'a été investi par l'Éducation nationale. C'était très important pour nous d'être irréprochables puisqu'on sait que forcément on est dans l'œil de l'académie sur cette classe-là puisqu'ils n'ont pas vu à la base sur cette classe. Et c'est vrai que pour nous, il fallait que tout soit au top à la rentrée et même pour après, pour leur prouver que même s'ils ne nous aident pas, on peut arriver à faire quelque chose de très bien. Le nouvel instituteur, c'est lui, William Pilon. Il y a quelques semaines encore, il n'imaginait pas se tenir à cette place. Un master des métiers de l'enseignement en poche, il n'a pas le diplôme de maître des écoles. Ou alors, grand jour. Grand jour, voilà. Ah oui. Bonjour. Ça va être compliqué, notamment pour les tout petits. Mais bon, ça va aller au fur et à mesure, donc il n'y a pas de gros soucis. C'est ma première rentrée. J'ai fait quelques stages dans différentes écoles. Mais j'ai jamais fait de rentrée tout seul vraiment, donc au final il y a un tout petit peu de stress mais ça va vite partir, voilà. C'est un grand garçon, hein. William est professeur hors contrat, sans lien avec l'Éducation nationale. Allez, c'est fini. C'est l'association des parents d'élèves, dirigée par Stéphanie et Germain, qui se chargera de le rémunérer. Mais la mairie subventionnera l'intégralité des dépenses. Un salaire mensuel de 1 200 € bruts pour un temps partiel. Un élément qui a considérablement réduit le nombre de candidats potentiels. C'est le seul candidat qu'on a auditionné. Il y a d'autres CV qui donnaient des candidatures intéressantes aussi, puisqu'il y en a qui avaient, eux, le diplôme de l'Éducation nationale. Mais on n'avait pas non plus les moyens financiers de pouvoir payer au niveau de l'Éducation nationale. Il ne faut pas se planter quand même, c'est une... Ah oui, c'est une responsabilité quand même, le fait d'avoir fait ce choix, c'est une responsabilité pour l'association. Après, à le voir même déjà ce matin dans son école, auprès des élèves, je pense que vraiment on est parti, on a pris la bonne décision conjointement, que ce soit avec les parents d'élèves ou les personnes de la municipalité, et je pense vraiment qu'il est l'homme de la situation. À Goupillières, Stéphanie Sénécal reste sur ses gardes. Le rectorat pourrait imposer à nouveau la fermeture de l'école dès la rentrée prochaine. À Sevran, dans la cité Les Baudottes, les habitants ont décidé de déposer les statuts d'une association pour mieux peser face aux bailleurs. Les maires de Landudec et de la Seube attendent toujours de nouveaux médecins.